l'entretien de ce cours d'eau n'avait pas été fait depuis de nombreuses années. Donc là, nous avons retravaillé correctement sur ce projet-là pour arriver aujourd'hui à un projet terminé, d'une ripisylve en bon état. Alors bien sûr, quand on dit bon état d'une ripisylve, ça ne veut pas dire que toutes les berges sont nettes, ou bien au contraire, puisqu'il faut, pour un bon état d'une rivière, que le cours d'eau ne soit pas trop exposé au soleil. Donc on a intérêt à garder de la végétation qui maintient d'une part le cours d'eau à l'ombre et qui aussi génère des abris pour les poissons dans le cours d'eau lui-même. Et les plantes qui sont aussi le long de la berge maintiennent la berge. On agit au niveau de l'écoulement des eaux, c'est-à-dire qu'on nettoie le lit de la rivière. Et ensuite on fait des abattages ponctuels sur des arbres malades ou dépérissants ou menaçant de tomber dans la rivière. Le SMETA est maître d'ouvrage et donc ils ont fait appel à un maître d'œuvre qui est Monsieur Baudry de Géoplan. Et donc après il y a eu un appel d'offres, un appel à concurrence pour les entreprises. Et en fait on a des niveaux d'intervention en fonction des endroits. Et tout ce qui est abattage d'arbres de diamètre supérieur à 30 cm, tout est en fait répertorié sur le plan. Le rouge c'était la première année, le bleu c'est la deuxième année, ensuite il y a eu le jaune et on termine par donc les différents tronçons qui sont en vert. C'est un programme pluriannuel qui a été réparti en tranches sur différentes années. Il y a 209 km de berges qui ont été traités pendant les différentes années de la totalité du programme. Plusieurs objectifs, donc surtout le maintien du bon écoulement des cours d'eau, donc avec un élagage et un abattage sélectif des arbres. Au niveau des traversées urbaines, donc pareil aussi pour permettre le bon écoulement des cours d'eau, enlever aussi tout ce qui est en bac. Et au niveau du lit, quand il y a aussi trop de végétation, il y a un abattage sélectif qui permet le bon fonctionnement écologique du cours d'eau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une ripisylve pérenne, en bon état et qui joue pleinement son rôle. Donc déjà, ce n'est pas parce qu'on vient couper des arbres qu'il faut s'inquiéter sur l'avenir paysager et écologique de la rivière. Ce n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est vraiment de minimiser les inconvénients d'une ripisylve en mauvais état, mais dans le but de conserver une ripisylve en bon état. Donc déjà, en a priori, c'est conservation de la végétation. On va intervenir essentiellement sur les arbres morts, tombés, tombants, qui risquent de poser un problème à court terme sur le fonctionnement hydraulique de la rivière, là où il y a des enjeux. Donc ici, on est quand même dans une urbaine, il y a quand même des enjeux qui ont été identifiés. Donc inévitablement, il y aura quand même des interventions ponctuelles sur les arbres qui risquent de poser problème à court terme sur les rivières. Mais ça arrive souvent sur des gros arbres comme le gros saule. Bah, d'ailleurs, le saule il reprend là-bas. Hein. Il était reparti. Oui, il était repris. Hein. Les saules, il y en avait plusieurs avant. Mais il a été coupé quand? Ah, je sais pas quand c'était coupé. Parce qu'un saule qui a été mis en... C'est la dernière tranche des travaux de restauration de ripisylve qui concerne donc toute la partie amont du Durgeon et la partie amont du ruisseau du Bâtard. Voilà, donc on est sur la dernière année du programme. Le coût des travaux s'est élevé à 485 000 €. En fait, c'est de l'argent public qui est dépensé sur du domaine privé, c'est pour ça qu'il y a une déclaration d'intérêt général et un arrêté du préfet. Oui, les freins peuvent marquer là. Nous avons eu donc des travaux qui se sont déroulés sur notre cours d'eau traversant la commune. Donc pour ce qui nous concerne, ils sont partis de la Mèze et ils ont remonté jusqu'à côté Combergeon, donc le cours d'eau entretenu depuis là traversant Colombier, qui se sont réalisés ces travaux sur la période estivale 2015. Donc c'est une entreprise qui a été missionnée par le SMETA
Bien sûr, le SMETA nous a présenté sur plan exactement l'entretien et quel arbre allait être impacté, puisqu'ils font beaucoup de coupes de saules qui sont assez imposants pour éclaircir ces cours d'eau. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils coupent les saules, ils sont en tête après, puisque le saule repousse naturellement. Donc ce qui permet bien sûr de retenir les berges, puisque avec les racines, les berges peuvent s'écrouler. Donc je suis allé voir de moi-même, puisque c'est l'entreprise Nature et Technique d'Alsace qui réalisait les travaux, avec des machines assez impressionnantes, puisqu'ils broient les saules sur place, et nous ont demandé aussi si on pouvait stocker par endroits les branchages, etc. Donc on a eu plusieurs points de stockage des branches et derrière du broyage, et c'est parti directement par benne pour la filière bois, on va dire. Donc c'est complètement environnemental du début à la fin. Sur des travaux comme ceux-là, donc il y a énormément de branchages, de troncs d'arbres, tout ça qui sont généralement stockés à proximité de la rivière, et puis ensuite c'est broyé. C'est une entreprise qui vient avec des gros engins et qui broie, mais c'est des engins énormes, qui broient un tronc d'arbre en une seule fois, quoi. Il n'y a pas besoin de le fendre avant ou quoi que ce soit, et là c'est des moyens importants. Et puis tout ça, ça fait du coco, donc qui s'en va après pour un recyclage. C'est l'entreprise elle-même qui décide de ce qu'elle en fait. Et puis il y a eu une fois une opération de brûlage parce que dans certains cas on ne peut pas aller chercher ces arbres-là. Mais vous voyez des fois des gros tas de branches le long des routes, ça peut être effectivement le résultat de l'entretien d'une rivière. Nous avons un ouvrage d'art où passe donc le train tous les jours, et là cet ouvrage était caché aussi par d'arbres assez imposants. Donc depuis que nous avons coupé ces arbres, l'ouvrage d'art est donc plus visible et aussi plus de soleil, donc moins de mousse dessus, et voilà, ça donne une qualité paysagère plus agréable pour tous les villageois. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont allés voir ces travaux. C'était suivi donc par moi et par les conseillers. Donc on peut dire que c'est une prestation de qualité. Et dès qu'on a le moindre souci, puisqu'on a eu des fois des arbres où c'est qu'on voulait en couper plus, nous allons voir l'entreprise et on décide de voir si c'est faisable ou non faisable. La commune adhère au SMETA, donc nous avons une cotisation à payer annuelle, mais c'est tout le SMETA qui prend en charge les travaux d'entretien rivulaire. Les particuliers qui ont une partie de rivière qui passe derrière chez eux sur terrain privé sont tenus d'entretenir bien sûr les berges. Un des droits et des devoirs des différents propriétaires des parcelles attenantes au cours d'eau, c'est d'entretenir la ripisylve. Et comme dans la plupart des cas, c'est pas réalisé, le syndicat se substitue à ses propriétaires pour réaliser les travaux. Alors c'est vrai que le propriétaire, lui, il a le devoir d'entretien. Il est très important de le préciser. Le programme d'entretien ne dispense pas les riverains de leur devoir d'entretien. C'est quand même, s'il arrive qu'un arbre tombe, s'il y a un dysfonctionnement qui apparaît après notre passage, ou même j'ai envie de dire pendant notre passage, ça relève quand même de la responsabilité du riverain. Le président, j'arrête pas de le tanner avec ça pour qu'il le dise et il le répète, c'est que vraiment on ne décharge pas le riverain de sa responsabilité. Une collectivité peut, lorsque c'est déclaré d'intérêt général, quand l'intérêt général est reconnu, peut utiliser des fonds publics pour suppléer le riverain, pour assurer l'entretien de la rivière à l'échelle d'un bassin versant pour mettre en place un programme cohérent. Parce qu'on a bien compris qu'il y a des riverains qui vont pouvoir faire l'entretien facilement parce qu'ils sont équipés. Il y a des riverains qui sont moins équipés, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Du coup, c'est moins bien fait. Et il apparaît quelques incohérences sur le bassin versant. Il y a des secteurs qui sont bien entretenus, peut-être même trop bien entretenus dans certains cas. Il y a des secteurs qui ne sont pas entretenus du tout. Et donc on aggrave considérablement certaines problématiques hydrauliques, etc. Donc
pour essayer d'avoir un raisonnement cohérent à l'ensemble du bassin, tenir compte des problématiques biologiques, tenir compte des problématiques hydrauliques. Et puis pour mixer tout ça et équilibrer tout ça, il n'y a qu'un raisonnement à l'échelle du bassin versant qui permet de le faire, et une collectivité qui permet au moins de piloter ça. Après, est-ce qu'elle doit faire les travaux, j'en sais rien. Mais ça me semble être le moyen le plus efficace quand même. Alors nous aussi, on est soumis à autre chose, à un problème qu'il y a, c'est les ragondins. Mais là, on travaille avec la Fredon, donc qui viennent régulièrement, et on cherche aussi des bonnes âmes pour piéger ces ragondins, ces nuisibles. Le piégeage du ragondin a démarré au niveau départemental Haute-Saône et on utilise uniquement des pièges cages. C'est le gros avantage de notre principe puisque nous ne sommes ni chasseurs, donc pas le permis de chasse validé, donc pas le droit de tuer, ni piégeurs agréés, donc on donne par le biais de l'adhésion dans un jet d'eau le droit aux gens de se protéger par rapport à leur culture, par rapport à tout ce qui les entoure, en utilisant des pièges cages. Le gros avantage des pièges cages, c'est que si on prend le chat de la grand-mère d'à côté, ou de la voisine, ou quelque chose comme ça, on peut le relâcher. Ce n'est pas un piège qui tue. On sélectionne les animaux qu'on doit piéger. Là, il y a une cage où on en a un qui est pris dedans. Voilà, bon, il est un petit peu... il se rebiffe un petit peu. Voilà, oui. Suivant les types de sol, ça fait des dégâts sur les berges, donc les trous où ils vont faire leur nid, parce qu'en fait ils rentrent dans l'eau, mais après ils sont dans la terre, dans le sol, et ils font des grosses galeries. Et puis ça fait des dégâts, bon, ça mange de l'herbe, ça mange des céréales, ça mange du maïs dans les cultures, principalement quoi. Nous on a souhaité avoir des jets d'eau développés sur tout le département, qui comporte 7 jets d'eau, où on puisse être très réactif par rapport aux nuisibles, quels qu'ils soient, que ce soit des corbeaux, les ragondins, le frelon asiatique, ou ça peut être l'ambroisie, une plante allergisène, et tout un tas d'autres nuisibles dans notre région. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est fédéré en région, Franche-Comté, et d'autres régions qui nous touchent, que ce soit la Bourgogne, la Lorraine, enfin tout ce qui s'ensuit. On est en train de mettre en place et de fédérer tous nos secteurs pour pouvoir être actifs sur tous nos départements, nos régions et interrégionales. Le gros avantage, c'est quand on met des actions en place, ce ne sont pas que des petits secteurs comme c'était démarré au début au niveau des jets d'eau par rapport au dorifort. Un exemple. Il y a plusieurs espèces de jussie. Et ça, c'est une plante qui est extrêmement invasive et qu'on retrouve malheureusement sur les zones humides, parce que c'est là qu'elle se développe préférentiellement. Là, l'objectif, donc, c'est de pouvoir l'enlever de la mare ici présente, pour pas que les animaux, canards ou autres, la disséminent sur la rivière, parce qu'après, forcément, ça va pas couvert. Il faut savoir que la jussie, c'est le second critère de diminution de la biodiversité. C'est donc pas négligeable. Et les plantes invasives de manière générale, donc, qui ont des capacités d'extension et de dissémination extrêmement importantes. Sur un territoire, elles n'ont pas de prédateurs, où rien ne les empêche de se disséminer, et qui vont venir prendre la place des espèces locales qui sont adaptées, elles, au milieu, mais par contre qui ne sont pas du tout adaptées à ce genre d'invasive. Donc elle vient prendre la place de nos espèces autochtones, qu'on a déjà du mal à préserver dans certains cas. Donc ça peut être le cas pour l'érable nigundo par exemple sur la ripisylve, donc les arbres qui poussent en bord de cours d'eau qu'on a beaucoup plantés en ville et qui vient maintenant se disséminer le long des rivières comme ça et prendre la place des essences locales. Et donc c'est le cas de la jussie et c'est aussi le cas de la renée du Japon par exemple qu'on retrouve beaucoup en bord de voies ferrées, en bord de route, en bord de rivière. Et là par contre espèce extrêmement problématique puisqu'on n'a aucun moyen de lutte vraiment efficace qui soit économiquement raisonnable dans l'intervention. Diamètre combien?
Le projet a été mené sur une période de 4 ans et puis là il est dans sa finalité. Donc aujourd'hui les analyses peuvent être faites avec des moyens technologiques qui sont évolués puisqu'on a aussi des drones qui permettent de survoler une bonne partie de rivière sans forcément l'allonger à pied tout le long. Il y a des arbres qui sont des arbres envahisseurs, il y a des arbres qui sont des arbres beaucoup trop pourris, qui présentent beaucoup trop de risques de tomber dans la rivière. Par contre, il y a d'autres arbres qui ont l'air très vieux, mais qu'il faut maintenir parce que c'est des abris aussi pour les chauves-souris, pour les pics-bois, pour toute la faune qui tourne autour de la rivière. Pour un saule de ce diamètre-là, à un moment, c'est un bois qui est très fragile. Donc il finit par s'abîmer, pourrir, on voit qu'il était creux. Il est déjà creux. Il finit par casser et souvent la spécialité c'est qu'ils éclatent comme ça. Une fois qu'ils ont éclaté, ils tombent dans la rivière, ils font des embâcles, donc ils ne sont pas forcément intéressants d'un point de vue biologique et ils ne sont pas intéressants d'un point de vue hydraulique. Un arbre comme ça, on le coupe, on l'étête, on le met en tétard, donc ça s'appelle. Et là il y a deux possibilités. Parce que c'est un arbre qui est vieux, il n'a jamais été remis en tétard, donc soit il meurt, ça peut arriver malheureusement, c'est rare mais ça arrive, il meurt, donc auquel cas on a ce qu'on appelle une petite chandelle, et dans laquelle la faune saproxique va pouvoir s'installer, et puis les oiseaux qui s'en nourrissent vont pouvoir l'utiliser, donc on a quand même un habitat intéressant même si l'arbre meurt. Et puis le deuxième cas, c'est qu'il va rejeter du mognon en quelque sorte, et puis il va faire ce qu'on appelle un saule tétard, c'est-à-dire qu'on a des branches beaucoup plus jeunes, beaucoup plus légères, en couronne, donc mieux réparties, et donc l'arbre va être pérennisé pour quelque temps. Je dis pour quelque temps parce que normalement un tétard ça s'entretient, donc il faut remettre en tétard régulièrement. C'est une pratique qui est très courante par exemple sur le marais Poitevin, on voit beaucoup de saules tétards, donc des saules qui sont en boule comme ça, et puis on voit plein de branches qui partent du mognon, et puis c'est entretenu comme ça. Ça se fait avec le saule, mais ça se fait aussi avec d'autres arbres, et le frêne est très adapté au tétard aussi. Vous voyez que le plan d'exécution est relativement précis, il est à l'arbre près pour tous les gros arbres. Et puis autrement, il y a un traitement forfaitaire de la berge pour tout ce qui est petit buissonnant, etc. Au niveau aléa technique, ça sert à faire face à des choses qui n'étaient pas prévues dans le plan et qu'il est nécessaire de faire dès maintenant. Donc moi j'ai noté qu'on avait 3 600 € de technique. Ouais. Donc voilà, je te le dis pour information. Ne fais rien sans l'accord du président, mais si jamais tu vois des dysfonctionnements majeurs et que plutôt que de ne rien faire, si on peut faire quelque chose. Comme l'année dernière. Le Durgeon aval a été traité au niveau de la végétation rivulaire dans les 3 années passées. Le problème qu'il fallait traiter était l'encombrement de la rivière, d'une part, des plantes invasives ou des arbres invasifs, comme par exemple l'érable Negundo, qui est un arbre envahissant qu'il faut supprimer, et puis des arbres morts qui tombent dans la rivière, qui empêchent l'écoulement naturel. Donc l'objectif de ce traitement raisonné, j'insiste sur un traitement raisonné de la végétation rivulaire, était de favoriser l'écoulement dans cette zone aval du Durgeon, mais aussi de retenir l'eau dans les zones où il n'y a pas d'intérêt humain. Il est inutile d'accélérer
voire même dangereux, d'accélérer le cours de la rivière dans des secteurs où il n'y a aucun intérêt humain. On peut laisser l'eau se répandre comme au siècle dernier dans les prairies, ça ne pose pas de problème. Donc on a abattu un certain nombre d'arbres qui étaient dangereux, qui menaçaient de tomber dans la rivière. On a étêté un certain nombre d'arbres pour leur redonner un peu de vigueur. Certains saules qui menaçaient ruine également ont été étêtés. De ce fait, ils ont repris de la vigueur et aujourd'hui, ils sont majestueux le long de la rivière. On a laissé pénétrer la rivière dans des secteurs qui étaient très ombragés. Je pense que ce traitement raisonné, dans lequel je me suis beaucoup impliqué sur la partie basse du Durgeon avec l'entreprise Vadel qui a fait ces travaux, est une réussite. L'année suivante, on a vu les arbres étêtés refaire des pousses de 2 ou 3 mètres. On a vu un changement considérable de la rivière et même des personnes qui s'étonnaient de l'argent mis dans cette opération nous ont dit finalement ce que vous avez fait c'est bien. Donc on est plutôt satisfait. À une nuance près, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que les frênes sont malades. Donc on a 2 grosses toquées de frênes qui sont retombées dans l'eau et qu'il faut enlever, ça fait des frais importants. Le SMETA a fait une des opérations, mais ça ne dédouane pas le propriétaire riverain de traiter son problème de végétation. Depuis Vèvres jusqu'à l'arrivée dans le Durgeon, ça doit faire une bonne dizaine de kilomètres quand même. On a tenu compte des périodes de nidification, donc au printemps jusqu'à fin juillet on ne peut pas travailler. Il faut tenir compte aussi des travaux qui sont faits sur les propriétés riveraines, donc ça nécessite quand même une bonne entente avec les agriculteurs. L'hiver, vous ne pouvez pas travailler non plus parce que vous vous embourbez le long de la rivière. Donc il y a des périodes assez courtes. La période, c'est août, septembre, octobre. Voilà. Donc ça va assez vite comme travaux. Abattre un arbre, le tirer sur la berge. Il y a du gros matériel. L'entreprise Vadel a du gros matériel. On stocke les branchages. Et puis après, on les élimine pour les passer et les valoriser en plaquettes. Plaquettes à brûler pour les chaudières. Donc ces travaux vont assez vite, mais ils sont limités sur une courte période de quelques mois, dans la période estivale, après les foins, après la période de nidification, mais avant les problèmes de saturation en eau des berges et des prés qui empêcheraient les gros engins de travailler. C'est effectivement fait par tronçon. Alors on peut très bien aller au départ en amont de la rivière, ensuite à l'aval, tout ça pour des raisons de catégories de rivières qui peuvent être différentes entre l'amont et l'aval, et puis aussi de chantiers qui... on essaie aussi qu'une entreprise elle ait une bonne partie de son chantier regroupée. En fait, ça a été fragmenté en différentes années, mais au final, il y a la totalité de l'amont à l'aval du cours d'eau qui est entretenu. Et aussi, ce programme il va être prolongé sur les années futures et on va continuer cet entretien. Donc, par exemple, les tronçons qui ont été entretenus il y a 4-5 ans, ils vont revenir en premier par la suite et petit à petit. Le but, c'est vraiment de maintenir cet entretien au fil des années pour que ça soit pérenne dans le temps. Il y a un vrai suivi qui est fait donc, par le SMETA, c'est un vrai travail, on va dire, je ne veux pas dire de titan, mais c'est un vrai travail qui prend beaucoup de temps pour redonner, comme je vous l'ai dit, une qualité de vie et une qualité de vue paysagère. Il faut de la concertation avec tous les acteurs concernés, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les pêcheurs, tous les professionnels, l'industrie, etc. Vous ne pouvez pas balancer sur la table un projet comme ça. Il faut en discuter. Si nous avons réussi le bâtard, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de concertation. Voilà. Et à l'avenir, le président Bourgeois insiste sur la nécessité d'une grande concertation avec tous les partenaires.
Vous avez des secteurs comme les pelouses sèches au-dessus de Vesoul, qui sont des secteurs extrêmement fragiles, parce que nous sommes sur un plateau karstique, avec la résurgence de la faune chandamois et des ressources en eau à privilégier. Si vous ne contactez pas tous les acteurs, si vous voulez mener une action un peu violente, en imposant des projets, vous ne faites rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc beaucoup de concertation, beaucoup de discussions. C'est peut-être plus long, mais on aboutit.